Bonjour à tous, c'est l'histoire d'un livre que j'aurais dû aimer. Pas forcément que je l'attendais de la part de cet auteur, mais plutôt que sur le papier au moins son titre avait quelque chose de prometteur et même sa quatrième de couverture se targuait d'une insolence décapante. Ici ou là, j'ai vu quelques notes de lecture élogieuses et quelques recommandations, et donc je me suis dit que j'allais vous en parler. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un résumé du texte de Laurent Oberton intitulé Raisonnablement sexiste et vous expliquer pourquoi malgré quelques passages pertinents, la magie Oberton n'a pas vraiment opéré sur moi. Quelque part, le malaise m'a saisi assez vite. Le livre s'ouvre sur une pénétration dans un grand râle abondamment décrit qui, quelques mois de gestation plus tard, fera naître Emmanuel Macron. Je suis sûr que la vision pourrait arracher quelques rires gras, mais pour ceux qui n'ont pas de fantasme qu'Andole, se retrouver par effraction dans la chambre à coucher d'autrui génère fatalement un léger malaise. Cette introduction ouvre un texte chapitré à la hache, un outil qu'Oberton affectionne si j'en crois ses interviews. Partie 1, le couple, les différents hommes-femmes, la séduction, le sexe. Partie 2, la société, les inégalités professionnelles, les revendications féministes, la natalité. Partie 3, beaucoup plus courte, quelques menus conseils à l'adresse du lecteur. Dès le premier chapitre, dans un ton qui persiste à travers le livre, Oberton s'intronise en père de substitution pour tout jeune homme qui voudrait l'entendre et à qui il propose ce qu'il qualifie de guide complet, insolent et terminal. Autant vous dire immédiatement que ce premier chapitre est assez loin de cette promesse et refroidira par son interminable monologue même les plus ardents lecteurs. Le style y est pour beaucoup car c'est un mélange d'humour à prétention potache, de persiflage à l'emporte-pièce et de petites références scientifiques jamais vraiment exploitées. On se rapproche de l'atmosphère d'un père de famille qui voudrait apprendre à son fiston de 21 ans comment se font les bébés en tentant de vaincre sa gêne par des petites blagounettes sur Tonton Robert et Tata Martine. Je me permets une petite remarque sur la partie scientifique. Pour être honnête avec vous, un lecteur attentif pourrait croire que l'ouvrage d'Oberton est écrit à plusieurs mains, tant il y a un grand écart dans les sources qu'il donne à ses affirmations. J'avoue moi-même trouver étonnant d'employer à 2 paragraphes d'écart des méta-analyses revues par des pairs et des entrefilés de Paris Match en les plaçant sur un quasi-pied d'égalité justificatif. Mais cette science, dont une partie est à l'évidence tirée de mes propres contenus, comme en pages 106, 130, 140 ou 154. Bref, cette science, à quoi sert-elle? Si je peux pardonner encore la tonalité du texte, je peux moins pardonner à Oberton de passer l'essentiel de son propos sur des évidences aussi banales que l'attirance des hommes pour les seins et les fesses, information capitale certes, mais que seule une vie reclue dans un monastère tibétain pourrait rendre raisonnablement fraîche, et cela quand il ne passe pas des paragraphes entiers sur les dimensions des organes reproducteurs masculins, pris dans toutes leurs dimensions cylindriques, longueur, circonférence, volume, etc. Pas que ce genre d'informations soit totalement dénué d'intérêt, mais plutôt qu'elles relèvent au mieux de l'anecdote de fin de soirée alcoolisée. Il me faut préciser, parce que je vois ce procédé de plus en plus largement répandu, dans ce texte, les études ne sont jamais confrontées à d'autres études. Aucune étude scientifique n'est jamais décrite ni dans sa méthodologie, ni dans son protocole, ni dans ses résultats. La citation d'une étude scientifique relève ici uniquement de la logique du paratonnerre sur l'air de « j'ai le droit de le penser, je l'ai vu dans une étude ». Conséquence probable du plan taillé à la hache que je mentionnais plus tôt, le propos de Oberton est très peu structuré, trop bavard et trop touche-à-tout pour donner un vrai sentiment de progression. Après ce qui pourrait sembler être d'interminables discussions d'évopsie, la description du couple ne retrouvera un peu de finesse qu'autour de la page 85, où on revient à un petit peu d'observation sociologique. Mais même ce propos alterne entre des évocations résolument beaufs de BMW au garage, de Gras du bide ou de sommier qui couine, et des allusions littéraires voire mythologiques comme avec Gilgamesh, déjà cité dans le livre de Julien Rochdy intitulé L'amour et la guerre d'ailleurs. Cette première partie, fort peu digeste, s'achève sur quelques remarques au sujet de l'adultère et par contraste, les couples faits pour durer qu'Oberton qualifie de couples rares.
Mais hélas, comme tant d'experts de l'ars amatoria avant lui, Oberton ne se hasarde pas à dresser une liste précise des critères caractéristiques de ces couples, se contentant plutôt d'une évocation de similarité psychologique, d'une lucidité heureuse en partage. On aurait pu espérer révélations plus insolentes. La seconde partie du livre est indéniablement plus agréable à lire, mais non sans défaut. Elle cherche à aborder toute la dimension sociétale des rapports hommes-femmes et en particulier le cas du féminisme. Elle s'ouvre sur les très discutées inégalités hommes-femmes, inégalités avec un Z, parce que pourquoi pas après tout. Un de ces points que je mets au crédit d'Oberton, c'est de rappeler qu'à côté des statistiques genrées abondamment relayées comme l'écart salarial ou le plafond de verre, il y a d'autres chiffres sur les SDF, les suicides, l'espérance de vie ou les emprisonnements qui ne déclenchent aucune indignation nationale. Ce qui conduit à une logique des quotas, mais jamais complète, puisque si les quotas de PDG du CAC 40 ou les Marocains ministériels ont leurs prétendantes, les soldats du rang et les éboueurs voient nettement moins de bousculades au portillon. Laurent Oberton choisit d'aborder la thématique des inégalités par l'angle du dimorphisme, à commencer par le dimorphisme physique, sujet qu'il traite assez rapidement en vérité par l'exemple de matchs de tennis. Il s'intéresse ensuite au dimorphisme cérébral, sujet dont votre serviteur a fait largement le tour dans une précédente vidéo, qui est encore disponible sur Odyssée. Oberton reprend à son compte la théorie de la plus grande variabilité masculine en matière de QI, mais ne rentre pas dans le détail jusqu'à parler de sous-catégories de QI comme les scores sur le verbal et le raisonnement quantitatif. Oberton ne s'intéresse réellement aux sous-catégories que lorsqu'il s'agit des orientations sexuelles pour affirmer un lien entre les hormones, les processus cognitifs et les orientations. Je cite, « A contrario, les hommes homosexuels présentent un cerveau plus féminin, avec des aptitudes verbales et émotionnelles plus élevées, mais des aptitudes spatiales et systémiques plus faibles. L'hormone mâle masculinise et déféminise le cerveau. Les œstrogènes favoriseront quant à eux la mémoire verbale. » Si je trouve bien des études, pas toutes citées par Oberton d'ailleurs, pour conforter ce narratif, je crains qu'elles ne soient pas forcément représentatives de l'état des connaissances et qu'elles soient prochainement remises en question, notamment par la thématique trans. Je partageais il y a quelques jours une étude sur les rotations mentales pour les trans sur Twitter, et les cerveaux trans se comportent finalement beaucoup plus comme les cerveaux du sexe de naissance, ce qui ne colle pas tout à fait avec ce que nous laisse entendre Oberton sur l'influence hormonale. Oberton vise ensuite la fameuse émancipation féminine qui ne s'apparente pour lui qu'à un attrape-nigo et dernièrement une chasse aux mères. Le monde se séparant entre les femmes qui jouent à fond le jeu du féminisme, supplément travail de bureau et carriérisme, et les réfractaires qui veulent encore avoir des enfants lors même que tout est fait pour les décourager. Oberton présente le retour à la maternité comme un mécanisme de défense des femmes ordinaires contre l'injonction féministe. Il remet également en question la libération sexuelle des années 60 comme une géniale invention de, je cite, « les niqueurs 68ards pour tirer de la dinde à gogo ». Car cette libération a fait, selon Laurent Oberton, exploser l'infidélité et conduit à une hypersexualisation de la société, mais détruit par là même le besoin traditionnel de séduction et le respect dont les hommes faisaient traditionnellement preuve envers les femmes. La libération fait des femmes des prostituées, selon Oberton, et même pire, des prostituées sans tarif. Je cite. Chez les hommes, le triomphe du féminisme se traduit par une autre forme de scission entre les hommes qui en prennent le parti et acceptent la déconstruction d'un côté, et les hommes qui se réfugient dans une opposition caricaturale, misogyne, masculiniste de l'autre. Oberton, qui cite pourtant Otto Weininger 15 pages plus tôt, accable cette misogynie de plus en plus répandue comme un ressentiment de frustré. Dans les dernières victimes collatérales en date du féminisme, Oberton range tous ceux qui se revendiquent en transition et qui pensent pouvoir s'affranchir de la biologie et des hormones. La dévirilisation préoccupe beaucoup Oberton, qui l'associe en réalité à une autre évolution majeure de notre société, ce qu'il appelle la domestication et que nous pourrions appeler plus communément le confort. Si vous avez lu les autres textes de Laurent Oberton, vous ne serez absolument pas surpris de l'entendre parler de Big Brother, de Monsieur Moyen et de la domestication de Monsieur Moyen. C'est une routine qu'il revisite régulièrement dans ses interviews depuis une dizaine d'années au bas mot.
Le confort chez Oberton a toujours été suspect. L'équation obertonienne s'écrit donc simplement plus de confort égale moins de testostérone égale plus de domestication de monsieur moyen. Je cite par exemple: pour résumer, un déficit de testostérone conduit à être lâche, bête, malhonnête et sans ambition, en plus de bander mou, socialiste en somme. Dernier volet que je vais parcourir, la baisse notable de la natalité. Natalité que Oberton présente ni plus ni moins que comme une mission biologique. Si le terme est probablement excessif, on peut reconnaître que la propagande contre les enfants l'est également. Pour des raisons diverses, mélangeant difficultés économiques ou anxiété écologique, la natalité est en baisse constante ces dernières années et 2023 ne semble pas vouloir faire exception à la règle. Ce qui gêne Oberton semble plutôt du côté de la sous-natalité des élites intellectuelles. Il mentionne le film Idiocratie dont il reproduit le schéma de pensée en expliquant que la CAF et les aides diverses encouragent les Jean-Kévin et les Allison à avoir une progéniture nombreuse, tandis que les Marie-Odile ne passent jamais à l'acte. Le déséquilibre qui en résulte se traduit par une paupérisation cognitive de la France dont le QI moyen semble frapper, comme la natalité, d'une inexorable malédiction baissière. Malédiction qui, pour Laurent Oberton, se double d'une seconde déchéance sous la forme de l'immigration de masse. Je trouve d'ailleurs à ce sujet son propos régulièrement de mauvaise foi lorsque par exemple il attribue, page 216, les violences conjugales à la diversité en s'appuyant sur les statistiques de la Guyane, de la Réunion et de la Guadeloupe. D'autres problèmes spécifiques à ces territoires, comme par exemple la consommation excessive d'alcool fort, semblent plus pertinents que l'immigration pour expliquer ces résultats. Passons maintenant à la dernière partie de ce livre, celle des solutions. En vérité, je ferai assez court puisque les propositions sont assez peu nombreuses et encore moins originales. Pour Oberton, il faut revenir à l'échelon individuel, cesser de vouloir lutter à l'échelle des masses. Oberton invite chacun de ses lecteurs à se constituer en rempart et en exemple contre la domestication et le nihilisme de la gauche progressiste. Pour les hommes, cela peut se traduire par une meilleure hygiène de vie et une reconquête de la virilité pour échapper au suivisme du mouton domestiqué. Pour les femmes, c'est bien évidemment un refus du féminisme qui fait figure de conseil principal et une aspiration maternelle qui seule pourra faire une femme respectable au milieu d'un monde de joie factice. L'homme et la femme ainsi formés peuvent alors s'engager sur le chemin du couple, prélude de l'enfantement, car dans l'enfantement et la transmission, Oberton fait le début du clan familial, du bastion de résistance des petits lions face à Big Brother et à l'écrasement total, voire totalitaire de la société contemporaine. Ce message clôt donc le livre d'Oberton. À mon humble avis, la lecture de ce livre est un peu décevante sur un sujet de cette ampleur. Le principal grief que j'adresserai à Oberton tient dans une formule « qui trop embrasse, mal étreint ». En voulant toucher à tous les sujets, et en particulier à toutes les dimensions biologiques, hormonales ou cérébrales du dimorphisme, Oberton s'est perdu dans de trop nombreuses anecdotes pour laisser sur son lecteur un message clair. On ne peut s'empêcher de penser à la lecture que derrière le fouillis du propos se cache une idée trop simple pour mériter un livre. Les hommes et les femmes sont différents, ils sont faits pour s'associer et enfanter, et c'est à l'échelle de la cellule familiale plutôt que dans l'écrasement que ressent l'individu que pourra se mener un combat de monsieur moyen contre son statut de quasi-esclave. Indépendamment de la forme qui pêche, et ce n'est pas trop de dire que le mélange des genres entre le ton professoral du biologiste et le ton graveleux de Jean-Marie Bigard n'est pas un succès, on pourra reprocher à Oberton de ne jamais parler de spiritualité comme d'un rempart contre la déchéance nihiliste d'une certaine gauche qu'il craint tant, et de n'opposer à un monde sans Dieu qu'un autre monde sans Dieu fait de développement personnel et de salles de musculation. On pourrait aussi lui reprocher de ne jamais s'attarder sur la dimension économique de la situation domestiquée de monsieur moyen, car si l'homme est domestiqué comme esclave captif dans un système trop grand et trop fort pour lui, est-ce réellement à cause du confort apporté par les livraisons de sushis à domicile et la climatisation, ou bien pour des raisons plus fondamentales, structurelles et économiques? Est-ce qu'en ne faisant de la domestication qu'une affaire de plats surgelés et de frigidaire, c'est-à-dire de modernité confortable, Oberton ne rate pas l'essentiel de la domestication? Justement, j'en profite pour vous faire une annonce, cette dimension économique de la domestication, je vais vous donner l'occasion d'y réfléchir très prochainement avec la traduction inédite d'un penseur franco-britannique. Une campagne de financement sur Tipeee est prévue pour dans une dizaine de jours. J'ai hâte de vous en parler davantage et de partager avec vous cette bonne lecture. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux, Twitter, la chaîne YouTube, etc. Vous en saurez plus très vite. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt.